Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Cet après-midi, je voudrais en profiter pour faire une petite capsule dont je ne parle pas souvent, la politique québécoise. On voit que ce matin, dans le journal, on voyait le ministre Raymond Bachand qui, en grande pompe, annonçait qu'en 2012, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les contribuables québécois. Ceci, c'est une très bonne nouvelle. Mais je crois que cette nouvelle cache, c'est que nous aurons des élections au printemps. Ici, je m'explique. Qu'est-ce qui se passe dans la politique québécoise actuellement? Comme on le voit, l'opposition qu'il y a actuellement à Québec est divisée. Et M. Charest, j'ai toujours dit que c'était un très très fin renard. Et moi, je crois sincèrement que M. Charest va rester au pouvoir encore un autre 4 ans s'il y a des élections au printemps. Là, M. Bachand nous annonce d'une façon très très sûre et catégorique qu'il n'y aura pas d'hausse d'impôts, mais après les élections, ce ne sera plus la même chose. De toute façon, les politiciens, ils font toujours ça. Hein? Avant les élections, ils annoncent toutes sortes de bonnes choses qui devraient arriver. Et après les élections, ben là, c'est pas comme ils pensaient. Il y a des changements de stratégie et de politique. Là, ils vont dire que probablement, on ne savait pas que l'économie allait se dégrader comme ça. En tout cas, ils ont toutes sortes de raisons pour ne pas avouer que leur intention première était le pouvoir. M. Bachand, je calcule que ce n'est pas un mauvais ministre des Finances, il fait son possible. Mais avec toutes les demandes que nos gouvernements ont pour satisfaire la population, c'est bien difficile de opérer un budget sans qu'il y ait de hausse d'impôts. Comme on le voit un peu partout dans les villes, les taxes augmentent. Là. Je parlais de l'ancienne Lorette un matin, là, les taxes vont augmenter, puis Montréal, les taxes augmentent. C'est un dilemme à laquelle les politiciens ne veulent pas s'attaquer parce qu'ils savent très bien que s'ils attaquent le problème du budget et de réduire le déficit, ça va créer beaucoup de mécontentement au sein de la population et ils ne pourront pas rester au pouvoir éternellement avec des choses comme ça. Et cette semaine, ou la semaine passée, il y a eu la fusion de l'ADQ avec le nouveau parti de M. Legault. Mais M. Legault, probablement que M. Charest l'attend avec une brique et un fanal. Parce que c'est facile de faire des grandes promesses quand on n'est pas au pouvoir et laisser croire aux gens que ça va se réaliser comme ça, là, sans sacrifice. Et quand M. Legault va réellement débattre sur la place publique avec M. Charest, c'est là qu'il va être obligé de dire la vérité ou essayer d'être un peu plus précis dans ses intentions. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'actuellement, le Québec n'est pas prêt à un virage à droite. Là. La population n'est pas prête à ça. Et quand il y a des changements à l'intérieur d'un gouvernement, généralement, ça va venir de l'extérieur. Ça ne vient pas de l'intérieur. Regardez ce qui se passe en Europe, là, toutes les restrictions budgétaires qui ont été opposées, ça vient de l'extérieur. Ça ne vient pas des premiers ministres des pays ou des présidents des pays, là. Ça vient de l'extérieur. La même chose va se produire pour le Québec. Quand il y aura des coupes budgétaires importantes dans le budget du Québec, ceci va venir de l'extérieur. Principalement des États-Unis, via Wall Street, qui va nous indiquer que si on ne baisse pas notre déficit, que la dette du Québec va être décotée, et on sait ce que ça veut dire quand une dette est décotée, que l'augmentation des intérêts pour emprunter, ça devient un système infernal. Et un système infernal auquel il n'y a plus de solution, parce que quand les taux d'intérêt augmentent, les gouvernements sont pris. Ils en ont par-dessus la tête pour satisfaire aux exigences de la population avec les argents qu'ils ont. Quand les intérêts des emprunts augmentent, ça tue l'économie. Regardez ce qui se passe en Europe, là. En 2012, ils vont être en récession, puis
C'est sûr que nous autres, au Canada, on n'est pas à l'abri de ça, là. Mais M. Charest, c'est un frère nord. Et on pourrait l'appeler notre premier ministre Teflon, comme ils ont appelé Bill Clinton dans le temps qui était, dans les années 90, président américain. Il l'appelait le président Teflon parce qu'avec même le scandale de Monica Lewinsky, ça ne l'a pas affecté du tout au point de vue de sa popularité. Et je voudrais aussi faire un petit retour là, sur les pertes d'emploi qu'il y a au Québec actuellement. C'est vraiment dommage. Là, surtout que c'est de l'industrie primaire, c'est de la transformation. La grosse industrie au Québec là, qui est en perte de vitesse et qui s'en va en accélérant. Les moulins de papier, les papeteries, imaginez-vous, si on recule peut-être une trentaine d'années, c'était ce qu'il y avait de mieux pour... le téléphone sonne. Bon. Je vais continuer. C'était ce qu'il y avait de mieux pour l'avenir de la sécurité des employés, la sécurité lorsqu'ils prendront leur retraite. Ça, c'était très, très... c'était vraiment sûr, là. Puis quelqu'un qui rentrait à... Moi, je sais, je viens du lac Saint-Jean, c'est une région papetière. Il y avait des usines de papier un peu partout autour du lac, là. Puis il y en avait à Port-Alfred, puis il y en avait à Chicoutimi. À ce moment-là... je vais répondre parce que là... Oui, allô? Ouais, je te préfère une vidéo aussi, il m'a te rappelé. Bon, mais dis qu'elle vienne à soir. OK. Bye. Je m'excuse, j'ai mis un téléphone... c'est un de mes fils, là. C'est un brasseux, ça. On dirait en canadien, on pourrait dire il y a du bonhomme dans le nez, mais en tout cas, passons. Les fonds de pension de la... C'est de valeur, là, le papier Weisberg, l'Anglopole, c'était... Moi, je me souviens quand j'étais à l'université, là, c'était l'orgueil de la ville de Québec. Là, il y en avait une à Abitibi Paper. Moi, quand je suis sorti de l'université, ça, c'était à Saint-Anne-de-Beaupré, là. C'était à Beaupré, pas à Saint-Anne. J'ai travaillé là, puis c'était pas qu'une petite... c'était quelque chose, c'était de la classe, c'était important, puis c'était solide pour une économie. Vous voyez ce que c'est rendu à la papeterie. Malheureusement, il n'y a plus de demande. Et moi, je ferais beaucoup avec les jeunes. Et les jeunes, ben, ils ne regardent plus l'annuaire, ils ne lisent plus les journaux, ils sont dans Internet. Bon. Ils veulent une nouvelle, ils cliquent, puis ils vont voir dans Internet. Ils veulent un numéro de téléphone. Moi, mon gars est en affaires, mon dernier, là, puis il ne prend plus l'annuaire jamais. Il est toujours dans Internet, boum, boum, ça va. Par rapport à ça, c'est vrai que ça va plus vite. Et je lisais sur le journal, là, Monsieur Sarrazin, je crois, ça, c'est un ancien directeur de l'usine de l'Anglo. Moi, je me souviens de lui, là. Vaguement, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je sais que c'était le directeur de l'usine, là, dans le temps de l'Anglopole. Et lui, c'est sûr qu'il veut défendre, il veut regrouper les gens là, de cette compagnie de papier-là, là, pour essayer au moins de tenter de récupérer leur fonds de pension. S'il perd 40% de son fonds de pension, M. Sarrazin, je ne sais pas, il va avoir un très très bon fonds de pension, mais peu importe, 40% de ton fonds de pension ou 30% qui est coupé de façon drastique de même, là, c'est pas plaisant pour personne. Puis ces gars-là, ben, ils ont passé leur vie à travailler pour avoir une retraite potable, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'économie? On voit que ces grosses compagnies-là, les directeurs de ça, ces compagnies-là, c'est devenu tellement anonyme que ces présidents de compagnies-là, ils ne connaissent pas les employés, puis eux autres, ils se prennent des gros salaires là-dedans. Je disais que, parce que Sarrazin, c'est pas un fou, ce gars-là, là. Lui, il a une commission sur les ventes des papiers, puis il ne perdra pas une scène, ce gars-là. Hein? Il ne perdra pas un sou. Puis à part de ça, s'il réussit, prenez ça froidement, là. S'il réussit à éliminer 300 millions des fonds de pension des employés, lui, il vient de faire 300 millions, là. C'est de même que ça marche, le business. Hein? Il vient de faire 300 millions parce qu'il n'y a pas à le payer. Là, c'est une obligation pour la compagnie de papier, ça, le fonds de pension des employés. Mais lui, il disait, M. Sarrazin, je le lisais un peu dans le journal, là, qu'il dit, on se laisse faire. C'est sûr qu'il y a des gars comme ça qu'il faudrait qu'ils se lèvent debout, là, puis qu'ils prennent en charge
tous ces travailleurs-là, qui sont laissés pour compte, ils ont donné leur vie pour cette compagnie-là, puis ils sont complètement abandonnés. Ça prend des leaders comme ces gars-là qui vont prendre la place publique, puis ils vont organiser. Là, les jeunes essayent de s'organiser, mais les gars dans la retraite, il y en a pas mal, là. Puis à part ça, des retraités, là, c'est pas des deux de pique, ça. Hein? Si vous prenez ce gars-là, Sarrazin, là, mettons qu'il décide de prendre la place publique, là, il a dit qu'il ne mettra pas d'argent là-dedans, je le comprends. Hein? Il risque de perdre 40% de son fonds de pension. Pourquoi est-ce qu'il irait mettre un peu d'argent là-dedans? Mais ça sera une bonne chose, probablement, que le gouvernement, s'il décide de se former un petit groupe là, pour défendre ces employés-là, que lui donne peut-être on parle pour parler, là, une couple de millions pour défendre, pour aller chez la place publique, puis organiser ça, puis bon, pour faire voir aux compagnies que là, on se fera plus plumer la laine sur le dos comme ça, là. À l'avenir, on va se défendre, puis nos gouvernements nous appuient dans ça. D'abord, toutes les usines à papier, c'est tout à manger comme ça. Les fonds de pension sont tous déficitaires. Là, je parle des usines à papier parce que c'est un système, c'est une production malheureusement qui est en déclin et qui malheureusement sont tout à manger comme ça. Les fonds de pension, ils sont toujours à court. Parce que dans les bonnes années, les compagnies disaient on n'a pas besoin de mettre l'argent, nos parts augmentent tellement. Mettons qu'une part de l'anglo, je ne sais pas, en 1975, valait 10 $. C'est un exemple que je donne, là. Puis en 80, elle était rendue à 15 $. Puis ça augmentait comme ça. C'était les bonnes années. Ils disaient pourquoi est-ce qu'on va mettre de l'argent dans les fonds de pension des employés? On a réussi à vendre quelques actions. Là. Nous autres, ils nous ont coûté 5 $, puis ils valent peut-être 25 $ aujourd'hui. On va renflouer le fonds très facilement. Mais là, la chaîne est arrêtée malheureusement. Et ces fonds de pension-là, c'est un peu ce qu'ils appellent des Ponzi schemes. Hein? Ponzi, ça c'était autour des années 30, là, dans le temps de la crise. C'était un Italien, il travaillait dans une banque. C'est à partir de Montréal, ça fait là. C'était un banquier. C'était un genre de banquier, là. Puis il avait monté un système pour ramasser de l'argent au Canada pour envoyer c'est un type d'origine italien, pour envoyer à ses parents et à ses amis là-bas qui crevaient de faim, là, pour les aider financièrement jusqu'à temps que ça se découvre que c'était toute la frime son affaire, puis là, ça s'est écroulé comme ça. Les fonds de pension, c'était un peu comme ça, mais ils sont tenus par les gouvernements. Hein? Ça fait qu'à ce moment-là, mais c'est un scheme de Ponzi pareil. Parce que si jamais demain matin, l'économie arrête complètement, à ce moment-là, les fonds de pension vont devenir à cause, ils sont déjà. Hein? Il n'y aura plus de cotisants pour fournir là, pour ceux qui s'en viennent de l'avenir. Ceux qui sont là, il y a encore de l'argent, mais ceux qui vont arriver dans 2-3 ans, là, quand ça se dégrade comme ça, il n'y a plus d'argent pour eux autres. Là, puis ils payent dans le vide, eux autres, parce que c'est tous ceux qui sont rendus sur le fonds de pension là, qui se font de l'argent parce qu'ils n'en rendent pas assez. Ensuite de ça, je voudrais parler un peu le petit Justin Trudeau. On voit que il y a un peu de bonhomme dans le nez, comme on dit. Là. Il voulait peut-être se faire un peu de publicité avec ça. Là. Mais c'est vrai que les conservateurs, ils sont majoritaires et ils font ce qu'ils veulent en chambre. Là, l'opposition se débat tant qu'ils peuvent là, pour l'histoire de Kyoto, là, mais faire peur, c'est sacrément de ça. Ça ne fait absolument rien. Ça y passe sans bien par-dessus la tête, comprenez-vous. Mais probablement que ça va prendre des jeunes comme Trudeau là, pour brasser la cage un peu, là, parce que ça, c'est sûr que les gaz, le contrôle du CO2, les gaz à effet de serre, c'est très, très important. Mais quand vous regardez ce qui se passe en Alberta, et que les Américains sont presque à genoux pour aller chercher ce pétrole-là, ben, c'est sûr que c'est tentant. Puis là, ils disent que la Chine, il fait rien. C'est vrai que la Chine ne fait rien. Mais si tout le monde ne fait rien, c'est sûr que ça ne marchera pas, là, parce qu'on va s'asphyxier nous-mêmes. Et on va déréglementer le climat de la planète. On voit déjà, ça commence un peu, là. Il y a des ouragans un peu plus fréquents, puis même au Canada, il y a des ouragans plus souvent, puis un peu plus violents qu'à l'habitude. Fait qu'à ce moment-là, moi je dis toujours que c'est les jeunes qui vont changer le système. C'est les jeunes qui vont réorganiser le système, parce que actuellement, où on s'en va, c'est un très bon système, mais il a été exploité à outrance. Il y a eu des exagérations épouvantables dans ce système-là. Et vous voyez où on est rendu. Là, on s'en va à la déroute. Et l'Europe, c'est de valeur, mais ils vont se ramasser dans la def, là.
comme ces partis-là. Et je termine en disant bonne écoute, merci et à la prochaine.